Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Les 5 candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire sont à l'assaut des électeurs depuis ce 10 octobre 2025 dans le cadre de la campagne présidentielle. La bonne gouvernance et les enjeux démocratiques sont débattus dans cette édition spéciale de l'Africa Newsroom avec nos invités Alafi Wakili, fondateur du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Serge Ouraga, vice-président du COGEP. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Franck Dédi, porte-parole adjoint d'Awadon Melo, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Et Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier, bienvenue sur ce plateau. Merci. Les défis de la bonne gouvernance sont traités dans cette première partie de l'émission, juste après ce sujet de la rédaction sur le lancement de campagne du candidat du RHDP. Le 10 octobre 2025, à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, le RHDP a officiellement dévoilé le programme de campagne du candidat Alassane Ouattara, baptisé « Ado président pour une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire ». Le texte structure l'action autour de 6 piliers, parmi lesquels les infrastructures et pôles économiques régionaux. Selon les données publiées sur le site de la présidence ivoirienne, depuis 2011, la Côte d'Ivoire, sous le leadership d'Alassane Ouattara, a multiplié les investissements dans les infrastructures. 25 ponts et échangeurs ont été construits ainsi que 11 autres en cours de construction ou de réhabilitation. Le parcours routier n'est pas en reste avec plus de 5906 km de routes interurbaines, voiries et nouvelles voies qui ont été réalisées ou renforcées. Le pays a aussi bâti 115 km d'autoroutes pour connecter ses principaux pôles urbains. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, candidat du RHDP aux élections d'octobre 2025. Ce projet de société a été élaboré sous la haute supervision de Monsieur le vice-président de la République. Excellence, Monsieur le Président, permettez-nous, au nom de toutes les personnes ici réunies, de vous adresser notre gratitude infinie et sincère pour votre présence distinguée à cette cérémonie qui témoigne, une fois de plus, de votre engagement inébranlable au service de notre grande nation. Le projet de société du président Alassane Ouattara met aussi l'accent sur la bonne gouvernance, la performance de l'administration, la paix et la sécurité, le capital humain, plaçant les femmes et les jeunes au cœur de sa vision. Sur ce point, des progrès ont été réalisés durant les mandats du président Alassane Ouattara grâce à des initiatives telles que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, l'Agence Emploi Jeunes et le programme social du gouvernement. Le candidat du RHDP a fait de la Côte d'Ivoire l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest avec une croissance moyenne de 7% par an. C'est vers vous que tous les pères africains ont tourné leur regard pour aider tous les pays africains à identifier et élargir les nouveaux horizons de développement pour toute l'Afrique. Parce que vos pères ont vu en vous celui qui avait les outils nécessaires pour une conception rigoureuse. Le RHDP met aussi en avant un bilan satisfaisant sur les services de base. Officiellement, 95,67% de localités étaient électrifiées à juin 2025 contre 33,1% en 2011. Le taux d'accès à l'eau potable est passé de 50% en 2011 à 80% en 2024. Autant de réalisations que le RHDP met au compte de la vision de progrès et de solidarité du président Alassane Ouattara dans sa quête de suffrage pour le scrutin du 25 octobre. C'était l'élément sur le lancement de campagne du candidat du RHDP, le président sortant Alassane Ouattara. Monsieur Alafi Wakili, la candidature du président sortant fait l'objet de contestations de par l'opposition. Est-ce que, selon vous, ce 4e mandat du président sortant se justifie ou pas? Se justifier. Est-ce que je suis la personne qualifiée pour demander si ça se justifie? Ce que je peux dire, c'est que dans mes réflexions, j'ai constaté que pour déclarer que le président Ouattara n'est pas éligible, il faut prendre 2 tests. Il faut prendre en plus de la Constitution de 2016, la Constitution de 2000. C'est-à-dire le juge constitutionnel, pour déclarer que le président Ouattara n'est pas éligible, doit avoir 2 constitutions en main. Or, la constitution de 2000, elle n'existe plus. Elle a disparu. Elle ne produit plus d'effet.
Mais pour déclarer toutes les autres candidatures, le juge prend une seule constitution, 2016. Quand il parle de Laurent Gbagbo, quand il parle de Don Melo, quand il parle de Simone Gbagbo, il a une seule constitution en main. Mais les gens souhaitent que, parlant d'Alassane Ouattara, ils disent, vu la constitution de 2016, vu l'article 183 de la constitution de 2016, vu l'article 35 de la constitution de 2000, qui dit ceci, qui dit cela, vu tant en temps, Ouattara n'est pas éligible. Pour moi, c'est lourd à réaliser. C'est difficile. Je me dis que, vu sous ce temps, si on s'en tient au fait que c'est une nouvelle constitution qui est en exécution et que cette constitution n'a pas expressément indiqué, comme dans d'autres pays autour de nous ou ailleurs dans le monde, qu'un citoyen ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie, il y avait ce boulevard, cette possibilité-là, étant entendu que même sous la constitution actuelle, il est possible de faire 4 mandats à condition que ce ne soit pas des mandats consécutifs. À condition que ce ne soit pas des mandats consécutifs. Il est possible de faire 4 mandats sous la constitution actuelle de 2016, sous celle de 2000, à condition que ces mandats-là ne soient pas consécutifs et ne se suivent pas. Ce qui n'est pas possible dans d'autres pays, comme le Bénin, le Ghana ou autre. Donc, je donne ces éléments-là pour donner mon point de vue en indiquant que la justice, la justice constitutionnelle, les juges constitutionnels ont tranché et que je ne me considère pas comme la personne qualifiée pour demander si c'est justifié, en précisant aussi qu'il est important que les points de vue soient relativisés sur la question et que ceux qui pensent que c'est valable, c'est justifié, comme ceux qui pensent que ce n'est pas justifié, n'aient pas le sentiment de détenir la science infuse, la vérité absolue. Maître Oraga, dans quelle mesure cette 4e candidature du président sortant est vue comme illégitime par l'opposition? Alors, je crois que l'opposition se fonde d'abord sur les dispositions constitutionnelles. On a parlé de la Constitution de 2000, on parle de la Constitution de 2016. Bien entendu, l'interprétation que nous faisons, c'est que celle de 2000, qui prévoyait donc la possibilité pour le chef de l'État de faire 2 mandats, cette disposition a été reconduite dans la Constitution de 2016, de telle façon qu'elle s'oppose à celui qui a déjà commencé à consommer son 2e mandat. C'est la même disposition qui est dans la Constitution de 2000 et c'est la même donc qui est dans la Constitution de 2000 et la Constitution de 2016. Donc, le constituant ivoirien, donc le peuple de Côte d'Ivoire, souverainement a décidé qu'une personne ne peut faire que 2 mandats. Et les 2 constitutions qui se sont suivies ont maintenu donc cette volonté du peuple ivoirien. À partir de ce moment, on ne peut pas dire qu'on a la possibilité de faire X, Y mandats, au-delà de 2 en tout cas. Mais en ce qui nous concerne, le débat n'est pas à ce niveau. Il faut aller même plus loin. Vous avez, comme moi, suivi un peu l'actualité et certaines personnes qui sont proches du président de la République, qui sont du parti au pouvoir, elles-mêmes faisaient la même interprétation que nous, faisaient la même lecture que nous de cette Constitution. Et on était tous unanimes que le 3e mandat lui-même était problématique, il n'était pas conforme à la loi. Donc ce qui pose problème de mon point de vue et qui renforce la position de l'opposition, c'est également que la parole publique qui a été donnée par certains membres de l'opposition, certains membres du parti au pouvoir, comme le ministre de la Justice, comme le conseiller en charge des affaires juridiques de l'époque, comme le conseiller Bakongo, le conseiller du chef de l'État, ces personnes qui s'y connaissent un peu en droit, avaient également fait cette lecture. Revenir sur leurs paroles, c'est un peu gênant. Mais nous, madame, nous avons décidé d'aller au-delà du combat contre le 4e mandat. Légitime ou pas, nous avons décidé de stopper ce 4e mandat dans les urnes. C'est pour cela que nous sommes là. Franck Dédi, vous représentez le candidat Don Melo. Comment est perçue cette 4e candidature du président sortant? Je pense qu'on ne peut pas analyser le 4e mandat sans faire référence au 3e mandat. Je pense que la source des divergences provient donc du 3e mandat. Je pense que Maître Oraga, qui est beaucoup plus au fait des questions juridiques, est revenu sur un certain nombre d'éléments. Mais moi, je vais faire un petit rappel historique. Vous savez, madame,
c'est sur ce même plateau d'Africa 24 que le ministre Cissé Bakongo disait la main sur le cœur que le président ne pouvait pas, au terme de la loi, se présenter pour un troisième mandat. C'est sur Africa 24 et c'est encore dans vos archives. Juste pour dire que le ministre de la Justice également, en plein hémicycle, la main sur le cœur encore une fois, a dit que le président ne pouvait pas se présenter, qu'il avait les arguments juridiques lui-même, ministre de la Justice, pour le démontrer. Le ministre de l'époque, je pense, du budget ou des finances, M. Abinan Kwaku Pascal, avait même promis. Quand nous autres profanes, on s'en remet à ces pontes officielles, on se dit que parce que ce sont des représentants du peuple, ils se doivent de ne pas se parjurer. Donc, on les croit aux mots. Sur le site officiel du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, il y avait une foire aux questions où on disait que le président ne pouvait pas se présenter pour un troisième mandat. Donc, ça, ce sont les rappels historiques. Et une fois qu'on a établi ça, la corrélation, elle est toute faite avec le quatrième mandat. Mais comme Maître Ouraga l'a dit, qu'à cela ne tienne, le troisième mandat, il a été consommé. Et s'il a été consommé, pour moi, le débat sur le quatrième mandat, il devient donc obsolète, il devient donc suranné. Bien qu'on ait des écueils à lui reprocher. Mais de fait, il devient obsolète. C'est pourquoi je pense que le peuple souverain a une dernière occasion de sanctionner ce mandat s'il le juge vraiment illégitime ou illégal ou anticonstitutionnel. Parce que le peuple a marché, le peuple a demandé le dialogue politique, le peuple a essayé d'activer des réseaux divers. Cela n'a pas changé. La dernière occasion qui reste au peuple, c'est de pouvoir s'exprimer dans les urnes, de sortir massivement de voter, soit de valider la continuité avec le gouvernement en place et donc, partant le quatrième mandat, ou alors de dire stop, c'en est de trop, nous voulons passer à une autre forme de gouvernance, nous voulons passer à des gens qui nous disent un peu plus la vérité et ainsi de suite. Et c'est le 25 octobre que cela se joue. C'est pourquoi nous, au-delà, comme Maître l'a dit, des débats sur la légitimité, la légalité du quatrième mandat, pour nous, il faut voir au-delà et convoquer le peuple souverain dans les urnes. Qu'ils viennent s'exprimer à dire que les leaders politiques, peut-être nous ont floués, nous ont trompés, nous allons nous-mêmes décider. Et on attend le peuple de Côte d'Ivoire le 25 octobre prochain. Michel Betta, quelle est votre interprétation de ce quatrième mandat? Non, ce n'est pas une interprétation, c'est ce qu'ont dit tous ceux qui étaient censés écrire non seulement cette constitution-là, tous ceux qui étaient censés la défendre devant les institutions républicaines. Je fais référence au ministre Cissé Bakongo qui était le rédacteur de la constitution quand il dit que le président Ouattara ne peut pas avoir un troisième mandat, incluant un quatrième encore. Donc, le ministre de la Justice aussi l'a défendu. Moi, je veux faire remarquer que dans l'intervalle, ce qu'on oublie, c'est que le président du Conseil constitutionnel a dû démissionner. On ne s'est même pas posé la question, mais qu'est-ce qui a pu entraîner sa démission? Parce que quand le ministre finit de défendre que le président Ouattara ne peut pas avoir un troisième mandat, avant qu'il y ait un troisième mandat, le président du Conseil constitutionnel démissionne. Pour ceux qui s'interrogent, ils pourront aller demander. Mais c'est lié à ce quatrième mandat-là, la question, à ce troisième mandat. Donc, le troisième mandat, il ne faut pas se leurrer. Il est illégitime, en plus même le quatrième. Mais pour ce qui est du peuple souverain de Côte d'Ivoire, je pense que le peuple en a beaucoup souffert. Le troisième mandat a entraîné des morts, ce qu'on n'aurait pas souhaité. Il y a eu une escalade de violence autour de ce troisième mandat. Je crains fort qu'il y ait encore autour de ce quatrième mandat, parce que depuis samedi, les gens sont sortis dans la rue. On souhaite que les élections se passent calmement et que les Ivoiriens puissent exprimer leur voix. Mais comme l'ont dit certains, le processus même, ils estiment que c'est vicié. Donc quand le processus est vicié, on s'attend à quoi? Quelle stratégie, M. Alafi, quelle stratégie pour des élections apaisées dans le pays? Bon, si vous permettez que peut-être je fasse une ou deux précisions sur la question précédente. Allez-y. Je voudrais dire que le président du Conseil constitutionnel a démissionné dans une conséquence sans lien avec la question de l'éligibilité. Il a démissionné longtemps avant 2020, longtemps avant le débat sur la Constitution en 2016, où il était question de candidature ou pas. C'est vrai qu'un dirigeant d'État a plus peut-être d'obligations qu'un opposant ou un autre citoyen, vous et moi, qui n'avons pas de charge. Mais ils n'ont pas la science infuse.
quand on cite leurs affirmations, leurs interprétations de la Constitution, il ne faudrait pas prendre cela pour vérité absolue par rapport à d'autres acteurs qui ont dit des choses contraires qu'on voudrait ignorer. Cela dit, le vin est tiré ou le Yamankoudi est servi, il faut le boire. Nous sommes en campagne, la contestation se poursuit pour les uns et pour d'autres, elle n'a plus lieu d'être. Ils ont fait le choix des urnes en disant il faut aller pour que le peuple souverain se prononce et que la majorité de ce peuple, une majorité du peuple, se dessine par rapport à une minorité qui serait d'un autre camp. Sinon, le peuple souverain, c'est tout le monde, c'est nous tous. Chacun est une partie de cette souveraineté-là. Mais ce n'est pas le peuple lui seul qui penserait telle ou telle chose. Il y a une majorité qui doit se dégager et nous attendons cela le 25 octobre. Il faut souhaiter que la responsabilité, le sens de la responsabilité et aussi ce que j'ai appelé à un moment donné le sentiment de la vraie mère de l'enfant. C'est-à-dire, lorsque le roi, dans une séquence, a proposé de découper l'enfant, celle qui n'était pas la vraie mère a dit allons-y, parce qu'elle n'est pas la mère. Et la vraie mère a dit non, on ne découpe pas l'enfant, donnez-le à celle qui prétend être la maman. C'est alors que le roi a dit voici la vraie mère. Il est important que ce sentiment d'adhésion à la nation, à la patrie, habite les uns et les autres, plutôt que cette volonté de dire bon, on va gâter de part et d'autre, que l'on sent monter pour dire bon, on s'en fout, advienne que pourra. Hier, le même esprit a animé les uns, le même esprit peut être en train de revenir avec certains qui disent qu'ils ne sont pas candidats au prix Nobel de la paix, avec les autres pour dire on s'en fout, on peut aller à la CPI et revenir, de l'enfer ils reviendront. Merci monsieur Alafi. Il est important de sortir de ce schéma-là. Maître Ouraga, comment justement parvenir à des élections apaisées dans le pays? Quelle stratégie? Je crois que c'est dans les deux camps. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui, à un moment donné, doit regarder dans le rétroviseur. Nous avons connu des violences ici en Côte d'Ivoire au cours des dernières élections présidentielles. On a le sentiment que la Côte d'Ivoire souffre d'un mal chaque 5 ans, chaque fois qu'il y a une élection. Donc il faut déjà se souvenir que nous avons ce problème et prendre conscience que nous avons également la possibilité d'éviter les violences. Donc ça, c'est un premier point. Aussi bien le pouvoir en place qui, de mon point de vue, devrait créer les conditions pour qu'il y ait un climat suffisamment apaisé pour aller à ces élections. Parce que moi, je pense que la responsabilité première incombe au pouvoir en place. Nous avons appelé le pouvoir en place au dialogue depuis longtemps. Nous avons appelé à ce que des mesures soient prises pour décrisper l'atmosphère. Ça n'a pas été fait. Mais ce n'est pas une raison pour que les autres aussi prennent la voie de la violence. Nous pensons qu'il faut se servir de notre histoire récente et aller à cette élection-là en nous disant que nous avons la possibilité de changer les choses sans forcément passer par les yeux. Nous l'avons dit, les Ivoiriens ont la possibilité de changer le pouvoir en place, ont la possibilité de faire partie du RHDP si nous allons à ces élections. La violence, de notre point de vue, n'est pas une option. Franck Dédi, est-ce que l'organisation d'élections en Côte d'Ivoire doit-elle toujours rimer avec peur, violence ou instabilité? Je pense que normalement, les élections ne doivent pas rimer avec peur, avec violence et avec tout ce qui va avec. À titre personnel, moi, je pense que les différentes marches ne produiront rien parce qu'elles n'ont rien produit ces 5 dernières années. Donc, je ne comprendrai pas pourquoi est-ce qu'en moins de 3 semaines, elles produiront quelque chose. Cependant, c'est le droit constitutionnel des gens de marcher, s'ils veulent marcher. Et l'État, son rôle, c'est de pouvoir encadrer ces marches-là. Ce n'est pas d'arrêter 237 personnes, ce n'est pas de martyriser des populations, matraquer des femmes, ce genre de choses. Ce n'est pas ça la solution. Des gens veulent marcher, c'est un droit constitutionnel, on les accompagne. Comme on les a accompagnés par le passé, et rien ne s'est passé. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut créer ce sentiment de défiance, on veut créer ce sentiment de répression, alors que notre pays peut bien s'en passer. L'autre chose que je voulais dire, c'est que nous, oui, je termine en disant que nous, en tout cas dans le camp du candidat Awa Don Melo, c'est de dire que les leaders politiques ont fait ce qu'ils ont pu faire.
il revient au peuple de Côte d'Ivoire, prenant toute sa souveraineté, de dire « Ok, nous aussi, on a le droit de nous prononcer parce que ceux qui nous représentent ne se sont pas prononcés comme il faut depuis tout ce temps. » Donc, le peuple est en face de ses responsabilités et il est attendu dans les urnes le 25 octobre prochain. Merci, M. Franck Didi. Nous allons suivre cet élément de la rédaction et on se retrouve juste après. Candidate du mouvement des générations capables à l'élection présidentielle ivoirienne de 2025, Simone Eivey Gbagbo fait de la réconciliation nationale la pierre angulaire de son projet politique. L'ancienne première dame insiste sur la nécessité d'une paix durable, condition sine qua non du développement socio-économique. Pour elle, seule une réconciliation sincère et profonde entre les acteurs politiques, sociaux et communautaires, mais aussi entre la Côte d'Ivoire et ses voisins de la sous-région, peut garantir un avenir apaisé et prospère. Le premier pilier, c'est la réconciliation. Il faut que nous fassions la réconciliation entre nous, la réconciliation avec tous les États qui nous entourent. Première chose, la réconciliation, la vraie réconciliation. Deuxième chose, la transformation de nos mentalités. La transformation de nos mentalités qui va nous permettre de devenir des Africains, des Ivoiriens décomplexés. Portée par une vision de transformation sociale, Simone Gbagbo ambitionne de façonner un Ivoirien nouveau, enraciné dans ses valeurs, confiant en son identité et acteur du progrès. Son programme mise sur la refondation du système éducatif, l'encouragement de l'excellence et l'innovation. Elle entend ainsi préparer la jeunesse à relever les défis contemporains, tout en positionnant la Côte d'Ivoire comme un moteur d'idées et de solutions au sein du continent africain et sur la scène internationale. Troisièmement, la souveraineté. L'Afrique doit se recentrer, doit reconquérir sa souveraineté. Des Ivoiriens capables de proposer au reste de l'Afrique et au reste du monde des choses qui vont servir, qui vont permettre de tirer toute l'Afrique vers le haut. Enfin, la souveraineté nationale et continentale occupe une place centrale dans sa stratégie. Simone Gbagbo appelle à une Afrique affranchie des influences extérieures, faute de coopération régionale répensée. Elle plaide pour une réforme en profondeur de la CEDEAO afin qu'elle devienne un véritable levier d'intégration au service des peuples africains, capables de défendre leurs intérêts avec fermeté et indépendance dans un monde multipolaire. C'était le sujet sur la candidate Simone Gbagbo qui plaide pour la réconciliation. Mais avant d'entamer la place de l'opposition en Côte d'Ivoire, Michel Betta, réagissez en quelques secondes sur quelle stratégie pour renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions. En quelques secondes. Oui, moi je pense que le président Alassane Ouattara avait l'occasion de renforcer cela parce que, comme on le dit souvent, il a tout son combat dans l'opposition, dit avoir été victime de manque de confiance entre les institutions et le peuple. Mais aujourd'hui, il n'a fait que réitérer ce que lui-même, ce sur quoi il a défendu tout son temps dans l'opposition. On a en droit de se poser la question, est-ce que ce n'est pas de lui vient le problème? Parce que là, aujourd'hui, s'imposer un 4e mandat alors qu'on sait constitutionnellement que cela serait problématique, c'est rayer les gemmes d'une fissure au sein des populations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a la clé en main. C'est lui qui peut appeler au dialogue, qui peut appeler ses frères de l'opposition à s'asseoir à la table de négociation pour trouver les voies et moyens de nous conduire à des élections apaisées. Maître Ouraga, en tant que vice-président du COJEP qui soutient la candidature de l'ex-première dame Simone Gbagbo à l'élection présidentielle, quelle perspective pour le COJEP dans ce soutien au MGC? Alors, le COJEP n'a pas d'autre intérêt que de voir les Ivoiriens, premièrement, débarrassés d'un régime qui ne fait que nous embrigader, premièrement. Donc, c'est d'abord pour le bonheur des Ivoiriens que nous avons décidé d'accompagner une candidate qui, de notre point de vue, peut nous permettre de passer d'un régime comme celui que nous voyons aujourd'hui à un régime qui peut favoriser le bonheur des Ivoiriens. Donc le COJEP ne gagne rien personnellement, mais c'est toute la Côte d'Ivoire, y compris bien entendu les militants du COJEP, parce que nous sommes Ivoiriens. C'est pour cela que nous avons décidé d'aller à cette élection. Nous l'avons dit maintes fois, à maintes reprises, cette élection-là, elle est jouable. Les Ivoiriens ont la possibilité de sanctionner le pouvoir RHDP dans les urnes. Et nous avons fait le pari d'aller à cette élection et nous avons soutenu pour nous la candidate qui, de notre point de vue, réunit les critères
qui permettront de gouverner la Côte d'Ivoire autrement. La présidente Simone Gbagbo, vous le savez, prône la réconciliation. Aujourd'hui, c'est un chantier inachevé, sinon laissé à l'abandon par le pouvoir RHDP qui, au contraire, avait toutes les cartes pour travailler à la cohésion entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire après la crise que nous avons connue en 2011. Mais la présidente Simone Gbagbo, en dépit de tout ce qu'elle a souffert, tout ce qu'elle a subi comme blessure, comme douleur, aujourd'hui se place en chantre de la réconciliation. Donc nous pensons que c'est la candidate qu'il nous faut aujourd'hui. Franck Dédi, quelle place pour l'opposition? Quelle place occupe l'opposition sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire? Non, de votre point de vue? Pour moi, l'opposition a une place prépondérante. Parce que si tous ces débats-là sont autant animés, c'est parce que l'opposition, elle est valable. Elle existe, elle fait entendre sa voix selon les moyens que lui offre la loi, même si par moments elle est réprimée pour vouloir utiliser ses droits constitutionnels. Mais je pense qu'elle existe et elle tire son épingle du jeu. Aujourd'hui, je ne le répéterai jamais assez, notre position, c'est de dire, pour parvenir au pouvoir d'État, il y a plusieurs moyens. Et ces moyens-là, bon nombre d'entre eux ont été utilisés sans y parvenir. Aujourd'hui, il y a une occasion unique, une fenêtre de tir importante, c'est le 25 octobre. Et le peuple souverain de Côte d'Ivoire est convoqué le 25 octobre à venir donner soit un quitus de continuité à la gouvernance en place, et ensemble nous ferons les calculs, ou à dire attention, ça suffit, on a un gouvernement qui nous a entraînés dans une république quasiment antidémocratique, avec une exclusion de personnalités fortes, de personnalités majeures du jeu politique, avec des emprisonnements parfois sans jugement. Des gens veulent marcher, on en arrête 237. Plusieurs sont encore en prison sans qu'ils ne soient jugés. Donc pour cela, nous voulons y mettre fin. Nous décidons d'aller, non pas avec des armes, non pas avec des gourdins, mais avec notre bulletin de vote. De voter, de s'asseoir jusqu'au soir, faire le dépouillement et puis ensemble faire le bilan, faire le point. Pour moi, c'est totalement jouable, comme mon prédécesseur l'a dit. Rien qu'à s'intéresser aux chiffres, aujourd'hui, vous prenez toutes les élections depuis 2010 jusqu'en 2023, le cumul de voix du RHDP à chacune de ces élections, que ce soit des présidentielles ou des élections locales, ils n'ont jamais dépassé 3 millions de voix. Alors qu'aujourd'hui, on a un stock de 8 millions d'électeurs a priori. Donc, je pense qu'il y a un vivier sur lequel l'opposition peut compter, mais il faut aussi que les éléments de langage soient transmis à la population elle-même, qui se sentent impliqués. Parce qu'il y a un narratif que le RHDP, accompagné d'une partie de l'opposition, essaie de distiller aux gens en disant c'est joué d'avance, pas besoin de se lever pour aller voter, le RHDP a déjà tout cadenassé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans la mesure où ils se définissent une position hégémonique qui n'en est pas une. Ce n'est que de l'artifice. Aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent depuis plus de 15 ans. Les Ivoiriens souffrent de la corruption. Les Ivoiriens souffrent de l'inemployabilité. Les Ivoiriens souffrent des déguerpissements. Les Ivoiriens souffrent des emprisonnements arbitraires, des enlèvements avec des encagoulés. Et ces Ivoiriens-là, il leur est demandé de venir manifester leur souffrance-là, ou le rejet de cette souffrance-là, dans les urnes le 25 octobre prochain. Michel Bitta, réaction en quelque Oui, sorte. moi je dis souvent que l'opposition aurait tout à gagner en unissant ses voix, mais malheureusement, certainement par calcul politicien, d'autres ont préféré narguer ceux qui ont été exclus, d'autres ont préféré leur attribuer des qualificatifs qui n'étaient pas tellement beaux, de sorte que ceux qui ont été exclus du jeu électoral, ceux qui n'ont pas été retenus, se sont braqués avec tout ce qu'ils avaient comme machine politique. Aujourd'hui, il apparaît clairement que ceux qui sont retenus ne drainent pas assez de monde. On a vu au début de la campagne. On le voit déjà au début de la campagne. Moi, je dis, dans une campagne présidentielle, il y a deux étapes importantes. Le démarrage et la fin. Quand au démarrage, tu n'as pas réussi à mobiliser suffisamment, ton adversaire se pose la question et puis il a tout net que tu n'es pas capable de le détrôner. Donc l'opposition aujourd'hui, vraiment, aller en rang seul chacun va de son schéma et je crains fort qu'à la fin, elle se soit laminée par un RHDP qui est en train de caracoler au-dessus. Alafi Wakili, quelle réaction, votre réaction sur la place de l'opposition en Côte d'Ivoire?
L'opposition a sa place, elle a une place. Il y a eu quelques années, une place institutionnelle devait lui être donnée à travers le vote d'une loi avec le statut de l'opposition. Cela n'a pas abouti. Mais je pense qu'au-delà de la bataille actuelle, il faudra y songer pour que, à l'avenir, l'opposition ait des moyens institutionnels et des moyens financiers à la hauteur de son poids électoral. Mais pour que cela soit, il faut bien sûr participer au processus électoral de façon ouverte, aussi bien à la présidentielle qu'à l'élection législative, qui sont les indicateurs de soutien et de mesure de la place institutionnelle de l'opposition dans la vie politique. Maintenant, on constate une opposition divisée qui ne parle pas d'une voix unie et cela est à déplorer et ça interpelle sur la capacité à réussir l'alternance de façon pacifique. Il ne faut pas accabler les candidats retenus parce que les dérives là, il y en a eu des deux camps. Quand les candidats ont été exclus, certains ont été exclus, leurs partisans sur les réseaux sociaux, dans les discussions, dans les forums et tout, disaient « Ah non, ceux-là, c'est des faits valoir que Ouattara a choisi. » Donc, les dérives, elles ont eu lieu dans les deux camps. Aujourd'hui, il faut se poser la question. Si vraiment c'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse, nous devons pouvoir nous mettre au-dessus des égos et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas maintenant qu'il faut chercher les brebis galeuses dans un camp comme dans l'autre. Tout le monde est fautif. Il faut se regarder dans le miroir et avancer. Je crois qu'il y a un narratif qu'il faut exclure. Dit ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde que parce que l'opposition ne va pas en rang serré avec une candidature, c'est l'échec assuré. Ce n'est pas vrai, madame. Ça, c'est un narratif qui favorise le RHDP. C'est une thèse du RHDP. Nous pouvons 10 candidats et l'opposition va gagner. Je vous l'ai dit, en 2024, au Sénégal, il y avait 15 ou 16 candidats. L'opposition a gagné. Donc, ce n'est pas vrai. Et ceux qui le pensent, ce n'est pas vrai. Dit encore, et vous savez, en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que nous sommes envoûtés. Ici, nous pensons que quel que soit ce que nous allons faire, le pouvoir RHDP va gagner. Il est hégémonique. Ce n'est pas vrai. Où est l'hégémonie du RHDP? Les chiffres sont là. Ils utilisent les moyens de l'État. Ils achètent des gens qui vont à des meetings, ils remplissent des stades avec les moyens de l'État et on dit qu'ils sont hégémoniques. Ce n'est pas vrai. L'hégémonie, c'est dans les urnes. Même avec la technologie électorale qu'on leur prête, que je ne sais pas, mais en dépit de toutes les irrégularités que nous avons, le RHDP n'a jamais été majoritaire dans aucune élection. Donc ce pouvoir-là, il n'est pas fort. Il appartient tout simplement aux Ivoiriens de se lever et d'aller voter. Tout simplement. C'est tout. Ce qu'il faut noter, si vous permettez, c'est que... en quelques secondes. Oui, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a aussi justement une partie de l'opposition, comme Michel Betta, que je suis... voilà, je cite en exemple, une partie de l'opposition qui ne partage pas ce que nos deux frères et deux amis disent, d'une part, et d'autre part, qui s'activent pour que les choses ne se déroulent pas telles que ça se déroule, justement. Donc, c'est un élément important qui veulent se faire entendre, puisqu'ils sont hors du processus électoral, et qui veulent se faire entendre à leur manière, à travers les marches et toutes autres choses, et pour qui il n'est pas question de donner une caution au processus en cours. Donc, supposons même qu'il y ait alternance. Quand les gens parlent de réconciliation tous les jours, supposons qu'il y ait une alternance, que Mme Simone Oubagbo gagne, que Don Melo gagne. Mais demain, ils doivent aller discuter avec la nouvelle opposition et on va passer encore 5 années à se réconcilier avec eux. C'est dans ceci que ce pays est depuis plusieurs années. Même si l'alternance se réalise, ce ne sera pas la fin de nos problèmes. Alors, messieurs, nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de l'émission. On se retrouve juste après la pub. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom avec nos invités, Alafé Wakili, fondateur du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, Serge Ouraga, vice-président du COGEP, Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier et Franck Dédi, porte-parole adjoint d'Awa Don Melo. Messieurs, nous traitons dans cette deuxième partie de l'émission les nouveaux visages de la politique ivoirienne. On regarde cet élément de la rédaction et on se retrouve juste après pour en discuter. Alors, bien sûr, je prône une nouvelle génération, parce qu'il est normal que pour les 25 prochaines années, nous commencions avec la génération qui est née après les indépendances. Jusque-là, la Côte d'Ivoire n'a été dirigée que par des présidents qui sont nés avant les indépendances. Il est grand temps
que l'on rajeunisse complètement la classe politique ivoirienne et que ce soit une toute nouvelle génération qui commence. Je suis le plus jeune des candidats et je compte véritablement incarner ce changement, cette rupture. C'était l'intervention de Jean-Louis Billon, candidat du Code à l'élection présidentielle. Monsieur Franck Dedi, en tant que représentant d'Awa Don-Melo, tous les candidats appellent à une alternance démocratique. Quelle est votre analyse? Une alternance dans le sens où les candidats et une bonne partie de la population, en tout cas la plus représentative de mon point de vue, veut voir un changement de gouvernance. Les gens sont fatigués de la gouvernance RHDP. Les gens en ont marre de l'ensemble de ces tas que j'ai cités tout à l'heure, les emprisonnements, l'inemployabilité, le recul démocratique, voilà, les immigrations clandestines des Ivoiriens. Donc les gens sont fatigués de tout ça. Ils veulent voir un autre modèle économique être éprouvé donc, à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Donc de ce point de vue-là, alternance, je suis d'accord. Cependant, et même dans l'élément qu'on vient d'entendre, parfois on confond alternance avec l'âge des gens qui doivent gérer. Moi, je suis pour la promotion des talents. Quand quelqu'un a les qualités, il est talentueux, qu'importe son âge, s'il est en capacité d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il soit exclu du jeu. Donc le critère de la jeunesse ou le critère du rafraîchissement du personnel politique, si tant est que ça n'a pas de lien avec le talent, la compétence, pas de problème. Mais si tant est que c'est juste en fonction de l'âge, il faut juste changer des gens pour les changer, pour moi, ça n'a pas de sens. Notre pays a un avenir radieux devant lui et il doit être dirigé par des personnes compétentes, talentueuses, qui doivent être placées là où il faut. Pour moi, c'est le seul critère de choix qui doit prévaloir. Michel Betta, quels peuvent être ces nouveaux visages-là de la classe politique ivoirienne après ce scrutin du 25 octobre? Moi, je dis qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il faut le dire, les visages sont déjà vus, ont été déjà vus. Vous avez vu tout à l'heure le ministre Bion qui s'est prononcé. Il y a d'autres visages aussi au sein du RHDP. Le PDCI a son président, Tidiane Thiam. Donc, je dis que il n'y aura pas de génération spontanée. C'est ceux-là qui mènent le combat aujourd'hui qui seront au rendez-vous de 2030 ou après 2025. Donc, je pense que ceux qui veulent faire, qui veulent être de nouveaux visages de la politique ivoirienne, il faut qu'ils se prononcent maintenant et qu'ils prennent des positions assez claires sur certains sujets pour que leur visage déjà fasse un tic dans l'esprit des Ivoiriens. Avec demain, quand ils demandent un suffrage, mais pourquoi après on parle de nouveaux visages, on ne parle pas de nous-mêmes? Nous-mêmes, nous sommes des nouveaux visages dans la politique parce que nous nous prononçons sur les questions essentielles de la politique ivoirienne et nous donnons des points de vue qui, ma foi, sont pertinents. Donc je pense que ce nouveau visage-là ne va pas se créer par lui-même, mais c'est par ces hommes-là qui seront osés agir pour porter la voix du peuple, porter la voix des citoyens qui seront ce nouveau visage-là. Alafi Wakili, votre analyse de l'alternance politique? Il y a pas, parmi les candidats, il n'y a pas de nouveau visage, ça il faut le dire. Les 5 candidats sont des visages anciens, chacun dans sa position. Bion a au moins 25 ans de vie publique et un peu politique. Pareil pour Henriette Lagou, depuis le temps du président Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 25 ans aussi. Simone Gbagbo, combattante depuis toujours. Don-Melo, acteur de la vie publique et politique depuis longtemps. C'est au moins 25 ans chacun. Et aussi, il y a le président Alassane Ouattara. Donc, cela dit, l'alternance démocratique et pacifique est une excellente chose. Et je pense qu'il est important de cesser d'avoir peur de l'alternance quand l'on est au pouvoir, d'une part, et puis d'autre part aussi quand l'on est dans l'opposition, de cesser aussi de vanter l'alternance comme une sorte de solution miracle pour régler tous nos problèmes. Parce que nulle part, l'alternance n'a jamais véritablement résolu les choses véritablement, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en France, tout près de nous au Sénégal, même l'alternance démocratique. Voilà, c'est important de le signaler. Ça crée une espérance, une respiration démocratique dans la vie des nations, mais ça ne résout jamais totalement les problèmes. Il faut peut-être 10, 20, 30, 50, 100 alternances, y aller. Et rien ne dit que la stabilité, la longévité au pouvoir soit forcément quelque chose de négatif par rapport à la gouvernance.
Maître Ouaga, avant que vous n'interveniez, nous allons suivre cet élément de la rédaction et on se retrouve juste après. Entre Charles Blé Goudé et la Côte d'Ivoire de l'autre côté, mon choix est clair. Je choisis la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis sur le terrain. Je soutiens les autres. Je soutiens surtout la Côte d'Ivoire. Maître Ouaga, Charles Blé Goudé appelle également à rompre avec les anciens schémas. Y a-t-il, selon vous, un besoin réel de changement de la classe politique ivoirienne? Changement de la classe politique dans le sens où nous devons surtout changer les mentalités, les comportements. Parce qu'il ne s'agit pas de balayer ceux qui sont là et de reconduire avec une nouvelle génération les mêmes comportements que les anciens avaient. Donc l'idée de changement ici, c'est l'idée de changement de mentalité, l'idée de changement de pratique. Une conscience politique qui fait que l'homme politique ou alors le dirigeant politique sait qu'il a par exemple une obligation de redevabilité. C'est qu'il doit exercer le pouvoir en se disant « c'est le peuple qui m'a confié le pouvoir et j'ai une obligation de lui rendre compte ». Donc transparence dans la gestion des affaires publiques, bonne pratique, bonne gouvernance, défense des libertés collectives et individuelles, c'est autant de critères, c'est autant d'éléments que nous mettons dans le changement. Donc pour nous, le changement, c'est le changement des mentalités. Après, les visages, ils sont là. Les visages sont là, les hommes politiques sont là. Ils ne vont pas sortir de nulle part. Et vous les connaissez. Donc ceux de demain, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien entendu, ça n'exclut pas qu'après cette élection présidentielle, que de nouveaux visages viennent. Mais pour l'heure, nous pensons que la politique, la classe politique sera animée par ceux que nous connaissons déjà. Et Charles Blé Goudé, avec le COJEP, nous avons déjà pris un pari sur l'avenir. Nous avons aujourd'hui, en dépit de tout ce qu'on nous reproche, en dépit de toutes les critiques, nous avons notre appareil politique qui coexiste à côté de certains grands partis, certains partis anciens. Et nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Nous construisons notre parti. Nous implantons notre parti dans la perspective, dans les années à venir, de pouvoir donc exercer le pouvoir d'État et être en capacité de décider selon la vision que nous avons de notre pays. Messieurs, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom et nous entamons la troisième partie de cette émission qui traite des enjeux démocratiques. Suivons cet élément de la rédaction sur le lancement de la campagne de Awa Domelo et on se retrouve juste après pour en discuter. La campagne présidentielle 2025 est officiellement lancée et Awa Domelo n'a pas tardé à entrer dans l'arène. Depuis Cocody, le candidat souverainiste a dévoilé sa vision d'une Côte d'Ivoire indépendante, prospère et maîtresse de ses richesses. Entre discours panafricanistes et appel à la transformation locale des matières premières, il ambitionne d'incarner l'alternative face au poids lourd de la scène politique. Beaucoup de pays ont des fonds souverains qui leur permettent d'être autonomes, souverains, comme son nom l'indique, financièrement. C'est lorsque vous avez assuré la souveraineté financière que vos rêves peuvent devenir réalité. Et nous avons la possibilité d'alimenter notre fonds souverain. Donc le rêve que je vous ai présenté là deviendra tôt ou tard une réalité en Côte d'Ivoire si je suis président. Dès son entrée en lice, Awa Domelo a affiché la couleur. Sa candidature se veut celle de la rupture et de la réappropriation des richesses nationales. Il promet la transformation locale des matières premières, la fin de la dépendance économique et monétaire vis-à-vis de l'extérieur et la construction d'une véritable alliance panafricaine. Selon lui, seule une Côte d'Ivoire souveraine, maîtresse de son destin et de ses ressources, pourrait bâtir une prospérité durable et partagée. Nous avons la sodomie, on va l'équiper pour exploiter notre or et cet or-là va aller dans notre fonds souverain. Écarté de la direction du PPACI après l'annonce de sa candidature, Domelo souligne notamment le soutien d'une bonne partie des militants du parti. En participant activement à cette compétition électorale, Domelo affirme vouloir poursuivre le combat pour la souveraineté nationale et pour la justice sociale. Depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, Stéphane Mafia pour Africa 24. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'était effectivement le sujet sur le lancement de campagne de Awa Domelo. Franck Didi, Awa Domelo prône une souveraineté financière du pays. Comment peut-elle se traduire, cette souveraineté financière, selon vous?
L'idée, c'est de dire que nous avons besoin d'un autre modèle économique, d'un autre modèle de développement. Parce qu'aujourd'hui, notre économie est détenue par des amarres financières qui ne nous appartiennent pas en propre. Quand on vous dit par exemple qu'il y a eu 7% de croissance, cette croissance-là, elle est tirée essentiellement par des multinationales en Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, dans le Code des investissements, il y a le libre rapatriement donc, des fonds qui est proposé aux entreprises qui investissent ici en Côte d'Ivoire. Donc on a de gros chiffres qui croissent d'année en année, mais dont le pays en lui-même n'en tire pas profit naturellement parce que cet argent-là, il ressort tout de suite. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est une sorte de réappropriation de certains secteurs clés de l'économie, de sorte à ce que ce soit le pays en lui-même qui puisse profiter des dividendes donc, de cette croissance-là. Et pour parvenir à cette souveraineté donc, économique et financière, ce que nous proposons, c'est de mettre en place un fonds souverain, comme ça se fait dans plusieurs économies du Golfe, comme ça s'est fait dans les pays d'Europe nordique, notamment la Norvège, la Suède, la Finlande et tous ces pays-là, qui sera indexé sur des revenus qu'on va ponctionner sur le prix de vente à l'international de nos matières premières essentiellement. Donc notamment tout ce qui est cacao, anacarde et tout. Donc c'est un modèle de croissance endogène que nous voulons vendre aux Ivoiriens parce que nous en avons les capacités et notre pays a la possibilité de se développer à partir d'un tel modèle comme des pays avant nous l'ont fait et le réussissent plutôt bien. Donc voilà aujourd'hui ce que nous présentons aujourd'hui et cela est essentiellement tiré sur le fait que nous voulons pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire, avec cette souveraineté financière-là, de décider avec qui elle veut rentrer en partenariat, avec qui elle veut, avec qui elle veut commercer dans ce nouveau monde-là qui peut être appelé le monde multipolaire, où on n'a plus à aller faire la courbette forcément à l'Occident, mais on peut analyser l'ensemble des propositions devant tel ou tel sujet pour dire, si c'est la France qui propose un rapport qualité-prix bien intéressant pour nous, on est libre de commercer avec la France. Si c'est la Chine, si c'est la Russie, si c'est l'Inde, si c'est l'Afrique du Sud et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu ce que nous proposons aux Ivoiriens aujourd'hui. Maître Ouraga, plus de 943 000 primo-votants ont été enregistrés lors du recensement électoral de novembre 2024. Un résultat qui marque une progression par rapport au recensement de 2023, avec environ 600 000 nouveaux votants. Quel enjeu ici pour la jeunesse, ce scrutin du 25 octobre? Alors pour un jeune, bien entendu, l'enjeu d'un tel scrutin, c'est d'abord ce qui va dans son intérêt, c'est-à-dire c'est l'éducation, c'est l'emploi. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, et vous le savez, a mal de son éducation. Pendant, je ne vais pas personnaliser le débat, mais pendant plus d'une dizaine d'années, ici en Côte d'Ivoire, nous avons eu, il faut le reconnaître, une éducation de qualité très moyenne. Le système éducatif ne répondait pas aux attentes, le personnel éducatif même n'était pas de notre point de vue très qualifié. Nous avons recruté ici en Côte d'Ivoire après la crise de 2011-2010. Nous avons recruté des enseignants qui n'avaient pas forcément le niveau et cela a impacté la qualité de l'enseignement que nous avons donné à nos jeunes frères, à nos enfants. Et cela se perçoit dans les entreprises. Lorsque vous recevez des stagiaires de cette dernière décennie, vous constatez très bien. Et donc, premièrement, c'est l'éducation. Et justement, à ce niveau, la présidente Simone Yves Gbagbo a des propositions. Ici en Côte d'Ivoire, le régime en place a la même rengaine. Nous avons construit tel nombre de lycées, de collèges. Oui, c'est bon. Mais pour quelle formation? Pour une formation qui ne répond pas aux besoins du marché. Ce que la présidente Simone Yves Gbagbo justement prône, c'est une formation qui va effectivement répondre aux besoins du marché en mettant l'accent sur la formation technique, sur la formation professionnelle, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Nous formons en Côte d'Ivoire des jeunes pour des emplois qui souvent n'existent plus, ou des emplois qui sont des secteurs qui sont déjà saturés. La présidente Simone Yves Gbagbo veut également changer ça. Mais du point de vue de l'employabilité, madame, vous le voyez, on nous chante ici à longueur de journée qu'on a créé des emplois, mais les emplois, c'est dans quel secteur? Est-ce que ce sont des emplois durables? Alors vous demandez à quelqu'un d'aller sous un pont, alors aider à construire chaque jour, il a 2 000, 3 000, 5 000, oui c'est bon, il vit. Mais est-ce qu'il n'est pas en sous-emploi? Est-ce que c'est un emploi durable? Est-ce que nous formons nos jeunes pour que demain,
après tous ces chantiers, après tous ces travaux, on a parlé de Timo. Après tous ces travaux, est-ce qu'on va avoir des jeunes qui effectivement vont rester dans une situation d'employabilité durable? Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une forme d'emploi précaire qui ne leur garantit ni protection sociale, ni statut juridique clair. Où est-ce qu'on va avec? Et la présidente Simone Ive-Gbagbo, justement, veut mettre l'accent sur ça. Donc, former pour nous d'abord. Former pour ceux dont nous avons besoin ici en Côte d'Ivoire. Nous avons le secteur de l'agriculture, mais qui a besoin de formation. Mécaniser l'agriculture et permettre à nos jeunes de pouvoir également s'insérer dans ces domaines. Et puis demain, quel que soit le temps que nous allons passer en Côte d'Ivoire, jusqu'à 50 ans, 40 ans, 100 ans, on aura toujours besoin, par exemple, de vivriers. On aura toujours besoin, par exemple, de manger. Mais ces jeunes-là, ils ne vont jamais chômer. Donc, si vous les formez pour des emplois qui ne vont pas exister dans quelques années, mais c'est le chômage assuré. Donc, pour la jeunesse, ce sont autant de défis, autant d'attentes que nous avons. Et justement, comme je l'ai dit, la présidente Simone Ive-Gbagbo a des solutions pour cela. Je termine pour dire, par exemple, on a instauré le service civique. Elle propose de réinstaurer le service civique. On a compris quoi? On a compris que les jeunes, d'abord, c'est les valeurs. Mais les valeurs, là, où est-ce qu'on les apprend? Soit à la maison, soit à l'école. Il faut inculquer un certain nombre de valeurs à nos jeunes pour que demain, quand ils se retrouvent dans une entreprise, quand ils se retrouvent dans la fonction publique, ils ne prennent pas 1000 francs, 5000, 10 000 contre l'intérêt général. C'est autant de valeurs qu'il faut. Donc, on doit se réapproprier un certain nombre de valeurs que nous avons perdues, même dans nos mœurs privées. Vous voyez un peu ce que nos jeunes sont devenus aujourd'hui. Tout ça, c'est un chantier. Mais depuis que le régime RHDP est venu, les valeurs morales en Côte d'Ivoire sont en totale décadence. Tout est amusement, tout est jeu sur les réseaux sociaux, tout est jeu pour la jeunesse. Nous, à cet âge, à l'époque, on s'intéressait déjà à la politique. Mais aujourd'hui, nos jeunes, ce n'est pas ça. Ils ne s'intéressent plus à rien. Il faut que ces choses-là changent. Alafé Wakili, la Côte d'Ivoire est soumise à une surveillance renforcée par le GAFI depuis octobre 2024. Quelles actions concrètes à mener? Il y a beaucoup d'actions à mener à côté de celles qui sont déjà faites. J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il y a d'abord la déclaration de patrimoine et des biens. Il faut élargir l'assiette aux assujettis. Il faut élargir d'une part et d'autre part, il faut rendre public la déclaration de patrimoine d'une certaine catégorie et de l'assiette actuelle et des personnes actuellement concernées. Il ne s'agit pas de déclarer, il faut aussi rendre public. Et puis il est temps peut-être de passer à la sanction et à la répression. Un grand effort est déjà fait et je pense que c'est bon. Et en même temps, il faut contrôler les personnes à côté qui peuvent être des prête-noms et qui peuvent être des bénéficiaires d'un certain nombre de rétrocommissions à ce niveau. Mais en même temps, la corruption et le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, tout cela a besoin de sensibilisation et d'éclaircissement. D'abord, concernant les mesures au niveau de la BCEAO, je crois qu'il est interdit depuis plus d'un an de payer par exemple des biens immobiliers de plus de 25 millions de francs CFA en espèces. Il doit y avoir de la traçabilité. Avant, il était peut-être possible de payer une maison 100 millions, 200 millions, 500 millions en cash espèces. C'est ça qui favorise la corruption. Aujourd'hui, plus de 25 millions interdits. Il faut un virement ou un dépôt de chèque dont les fonds doivent être dans une banque et la banque aussi doit vérifier l'origine des ressources. Donc des efforts sont faits. Il faut porter cela à la connaissance des populations. Et en plus, il faut sensibiliser. Est-ce que tout le monde est d'accord? Même les 25 millions, ça peut paraître trop élevé, d'une part, et d'autre part, même la circulation de l'espèce, il y a des règles. Il m'était revenu une année qu'on ne devait même pas acheter des choses de plus de 300 000 francs CFA ou 500 000 francs en espèces. Les lois existent, les tests existent. Il faut qu'on les applique, il faut qu'on sensibilise et il faut qu'on les applique. Parce que si on ne le fait pas, que l'argent en espèces circule, qu'il n'y a pas de traçabilité, vous voyez, la corruption va continuer et puis les gens vont faire souvent des folies et des ressources qui ne leur appartiennent pas et qui sont acquises de façon illicite. Je voudrais terminer en disant que la Côte d'Ivoire gagne en moyenne aujourd'hui peut-être 50 000 milliards l'année. Il est important de savoir comment on gagne cet argent, où va cet argent, quelle est la part de chaque entité pour sortir aussi de l'idée que la croissance est extravertie et le fait de quelques multinationales qui rapatrient les devises. Par an, les ressources identifiées, tracées, produites en Côte d'Ivoire sont évaluées à 50 000 milliards environ.
Et dans ces ressources-là, l'État prend à peu près 15% de pression fiscale. Donc, c'est des données à avoir et savoir la répartition des choses. Lorsque une multinationale a fini de payer ses salariés, a fini de payer ses charges sociales, a fini de faire telle ou telle chose, combien lui reste-t-il à rapatrier par an pour que l'on ait le sentiment que la Côte d'Ivoire n'est pas maîtresse de son destin et que cela dépend de quelques multinationales. Au-delà des tendances globales, il faut aller dans les données détaillées. Michel Betta, le pays a atteint en 2024 un score de 45 sur 100 dans l'indice de perception de la corruption contre 40 sur 100 en 2023, se classant 69e au rang sur 69e sur 180 pays évalués. Quelle stratégie pour renforcer ces acquis? Oui, il faut le dire, au niveau juridique, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un arsenal juridique pour la lutte contre la corruption. On a la haute autorité de la bonne gouvernance, on a le pôle pénal et économique. Il y a plusieurs entités juridiques qui ont été créées pour lutter contre ces phénomènes-là. Mais dans la réalité, à quoi assistons-nous? Bon, soit le travail n'est pas fait suffisamment, ou bien c'est fait à minima. C'est ce qu'on peut se poser comme question. Parce que jusqu'ici, la corruption continue de gangréner la société ivoirienne au point que, moi je dis souvent, on connaît les revenus des uns des autres, on ne s'étonne pas de ce que, quand il a une maison qui est au-delà de son revenu, notamment au niveau des hommes qui sont suffisamment répertoriés. Quand on parle de fonctionnaires, on connaît le revenu des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, mais quand on voit souvent certaines réalités de certains fonctionnaires, on a envie de se demander d'où ça sort. Bref, je dis, il y a un laisser-aller. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires, c'est pas eux seulement, mais je veux dire, il y a un laisser-aller qui est tel qu'on ferme les yeux sur les réalités liées à la corruption. Ça, je ne sais pas à quoi est-ce que c'est dû, si c'est parce que la gouvernance aussi impose certaines dispositions. Sinon, il y a beaucoup de faits qui devraient nous interpeller quant à ces données-là. Mais bon, on reste un peu passif et puis on laisse faire. Bon, je me dis, écoute, jusqu'à quand? Mais parce qu'on a été interpellé par plusieurs pays, le GAFI nous a interpellés. Toutes ces questions-là devront vraiment être des sujets de débat essentiels au sein de notre hémicycle afin que ces choses-là soient corrigées. Parce que quand on parle de 1000 milliards qui passent par les trous de la corruption, ces 1000 milliards, on pense que ça pourrait servir à beaucoup de choses dans ce pays, à beaucoup de situations pour lutter contre la pauvreté, lutter contre la vie chère. Donc il faut y penser et puis avoir des mesures assez drastiques pour vraiment maîtriser ce phénomène. Alors, madame, moi j'ai fait le calcul. Allez-y, voilà. en quelques secondes. Il y a eu beaucoup d'organismes qui ont été créés, mais à la vérité, ces organismes-là, à part les effets d'annonce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils ne produisent pas de résultats. Aujourd'hui, selon la haute autorité de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption coûte à la Côte d'Ivoire 1400 milliards par an, malgré tous ces dispositifs-là. Donc, quand Michel dit qu'il faut ouvrir le débat à l'hémicycle et tout, écoutez, on a eu le scandale avec certains membres du Parlement et du Sénat qui faisaient la fraude sur les bons d'essence et tout, au sein même de l'hémicycle et tout, ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas quand ils vont aller discuter que ça va changer quelque chose. 1400 milliards, c'est 28 universités au moins par an, à raison de 50 milliards par université. C'est au moins 40 fûts par an qu'on brûle dans la corruption. C'est 58 usines de transformation d'anacade. C'est au moins 28 usines de transformation de cacao par an qu'on laisse aller dans les liens donc, de la corruption. Donc, il y a une vraie refonte au niveau de l'État. Tout à l'heure, Alafé disait qu'il y a la loi sur la déclaration du patrimoine et qu'il faudrait l'élargir. Mais déjà, la loi même qui est là, combien parmi les dirigeants s'y sont soumis? Donc, oui, c'est bien, voilà, c'est bien de prendre des mesures, mais après, encore faudrait-il les appliquer jusqu'au bout et qu'on n'ait pas l'impression que, dépendamment de la position d'un individu ou d'un autre dans la sphère hiérarchique administrative, une loi s'applique à la personne ou pas du tout. Maître, réaction? Je voudrais être bref sur ce point. Voyez-vous, moi j'ai le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, la corruption, ces dernières années, ça va crescendo, contrairement à tout ce qu'on dit. On a connu dans ce pays des allégations, des accusations de détournement de fonds publics très clairs. On a des scandales sur le fait, la RTCI, l'ONESI, combien d'entreprises publiques, Café Cacao, tout ça. Mais où est-ce que ça va? Comment sont traités
ces affaires. Est-ce que ces affaires sont suivies de sanctions? Il n'y a même pas de procès. On lutte contre la corruption comment? Quand ceux qui sont au-dessus, qui gèrent l'argent public eux-mêmes, sont accusés et qu'on ne sait même pas où en sont les enquêtes. Et ces derniers-là, donc ils sont mis en cause dans ces affaires, utilisent demain cet argent public et vont financer le parti au pouvoir dans des campagnes et tout ça. Est-ce le prix pour ne pas être poursuivi quand on se rend coupable de détournement? Donc, on détourne et on utilise cet argent qu'on met au service du parti au pouvoir. À cette condition, on n'est pas poursuivi. Donc, pour nous, il faut qu'à un moment donné, nous l'avons dit, les textes, ça existe. Les institutions, ça existe. On n'a plus besoin de tout ça. Il faut appliquer tout simplement. Il faut un courage institutionnel. On a parlé de la haute autorité, mais la Cour des comptes, l'année dernière, a fait son rapport et on a vu toutes ces irrégularités dans la gestion des budgets de certains ministères. Ça a été suivi de quoi? De rien, madame. Tant que ça va rester impuni, les gens vont toujours continuer à détourner. Et la justice doit prendre le relais. Aujourd'hui, les Ivoiriens, madame, parlant de bonne gouvernance, ont tous le sentiment que s'ils vont au tribunal, s'ils saisissent la justice, ils n'auront pas gain de cause s'ils ont en face d'eux des personnes politiquement en place aujourd'hui ou alors des personnes qui ont de l'argent. Et quand on leur dit, ils disent que mais c'est comme ça ne peut pas aller quelque part. Une justice, madame, avant même d'être juste, doit paraître juste. Si le citoyen lui-même, dans sa position, n'a pas le sentiment que la justice est juste, il n'ira pas. Et il va tenter de se faire justice lui-même. Moi, j'apprécie cette revendication, cette interpellation pour dire non à l'impunité de gestion, l'impunité dans la gestion financière ou autre. Et je voudrais souhaiter que cette exigence s'étende aussi au champ politique, parce qu'il y a souvent tendance à consacrer l'impunité dans l'environnement politique. Or, comme l'a dit un jour le professeur Mamadou Koulibaly, l'impunité, ou plutôt les amnisties politiques auxquelles nous assistons souvent, sont la voie à de nouvelles formes d'exaction, à de nouvelles violences concernant la situation politique. Ça, c'est ce premier constat. Pour dire, relativement aux faits qui ont été évoqués, il est souhaitable d'obtenir de plus en plus d'éclaircissements, d'appeler à une plus grande transparence, sans considérer que les audits qui ont été réalisés, qui sont déjà des avancées et qui ont donné lieu à des mesures administratives de suspension, sont à côté certainement des procédures judiciaires en cours au niveau du pôle pénal pour certains concernés par ces audits-là, sont déjà des éléments importants qu'il faut relever. Parfois de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non, c'est des détournements qui datent de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Est-ce que les faits de détournement sont prouvés à l'église? Vous savez, il y a eu dans ce pays, vous savez, il y a eu dans ce pays une personnalité, un opérateur économique qui avait été arrêté pour soupçon de fraude sur la nationalité ou le passeport. Il est allé en prison, il est revenu, il y a eu son procès qui a été plugué, transparent, il a été libéré pour non-lieu. Il n'était pas concerné. Non, il n'a pas été... il n'a pas été libéré pour non-lieu, non. Il a même été condamné à une amende dérisoire. Ça veut dire que quelque part, il y a eu faute. La faute lui a été reprochée. Voilà. Au départ, la fraude, il n'est nullement concerné par ça. C'est son frère. Il y a eu au moins un procès pour clarifier les choses. C'est ce qu'on attend. C'est son frère. Non, c'est son frère et puis son père qui étaient mis en cause. Et puis le procès a eu lieu, il n'avait rien à voir avec le dossier, rien. Pourtant, il a été accablé, tout le monde, c'est ce que je suis en train de dire, c'est de tenir compte de la présomption d'innocence dans vos manières de rapporter les faits et non de considérer, souhaiter oui qu'il y ait des procès, que la justice aille plus loin et plus vite, voilà, mais ne pas considérer que les faits sont indiscutablement établis. Oui, moi je suis d'accord avec toi, voilà, c'est que le procès qu'on demande, ce n'est pas pour confirmer les soupçons, mais au moins que leur honorabilité soit rétablie s'ils sont innocents ou que leur culpabilité également soit rétablie. Eux-mêmes, les concernés sont les premiers qui souhaitent cela. Justement, et on ne doit pas rester dans... Parce qu'au fait, ça fait plus de 7 ans, l'ARTC plus de 5 ans, le FDFP plus de 5 ans, alors qu'il y a des révocations administratives, ça veut dire que quelque part, il y a faute. Il y a faute. Non, attendez, les documents aussi sont à la disposition du public, et souvent ces rapports-là. Il faut peut-être d'abord les demander, les lire en entier, et puis voir les faits qui sont reprochés. Ça peut être des erreurs de gestion, pas des éléments constitutifs de faute pénale. Bien sûr, mais on ne peut pas nous laisser dans le flou.
Au lieu d'acheter un véhicule, il n'a pas suivi les procédures. C'est ça aussi la Cour des comptes de reproche. On dit vous devez acheter des véhicules, vous êtes allé acheter des mobylettes. C'est un problème de gestion. Au prix d'une voiture. Oui, mais vous l'avez acheté effectivement. La Cour des comptes dit pour le faire, il fallait obtenir un décret ou faire prendre au président une ordonnance et non se contenter de l'arrêté d'un ministre. Ce sont des erreurs de gestion de cette nature-là qui ne sont pas forcément des fautes et ce sont des procédures de ce genre-là dans les rapports. Non, il y a quand même des fautes. On parle de plusieurs centaines de milliards. On fait 173 milliards au Café Cacao. Le rapport KPMG n'a jamais été rendu public. Plus de 250 milliards. Mais justement, quand ce n'est pas rendu public, qu'on n'en a pas connaissance, pourquoi supposer et puis faire des spéculations? Puisqu'il y a révocation administrative. Et il y a même enquête policière. Oui, il y a même enquête. S'il n'y a pas faute. On dit par précaution, par mesure préventive, en attendant d'en savoir un peu plus. Mais pourquoi on ne sait jamais plus? Mais l'autorité sait plus, parce que c'est pour cela que peut-être l'autorité ne va pas plus loin. C'est vrai qu'il faut davantage de transparence et de communication en mettant les dossiers à la disposition du public et des personnes comme nous intéressées. Mais en attendant cela, il faut rester réservé. Mais où est le sentiment aujourd'hui? On a des personnes qui se rendent victimes d'outrage et tout ça et que nous condamnons. Mais leur tête aujourd'hui est mise à prix. On recherche, on va payer 1 million parce qu'on doit retrouver celui-ci ou celui-là. L'État même se permet de dépenser pour retrouver des gens qui ont commis des infractions. Oui, c'est bien, parce que ces gens doivent être condamnés. Mais en même temps, on a des criminels à col blanc qui sont là, qui se promènent, qui ont... Non, j'arrive, des supposés, voilà, des supposés criminels ou des prétendus. Il y a des gens même qui ont été condamnés et à la prison ferme et qui se promènent. Et qui sont même souvent dans des meetings du parti au pouvoir. Pourquoi est-ce que les enquêtes ne vont pas jusqu'au bout? C'est tout notre problème. Pourquoi est-ce que la justice ne prend même pas le soin de se saisir, de juger et que ces personnes soient effectivement relaxées parce qu'elles n'ont rien fait. Ou alors condamnées parce qu'elles ont fait... Pour rassurer le citoyen que, parce que la loi, en même temps qu'elle protège les faibles, encadre les forts. Pour ne pas qu'on se dise, parce qu'on a de l'argent, on peut détourner, on peut commettre des infractions et le petit qui vole un téléphone ou un poulet ou qui insulte, lui, il va en prison. Le message qu'il faut lancer aux populations. Messieurs, nous allons suivre cet élément de la rédaction, le portrait de Henriette Lagou, candidate à l'élection présidentielle, et on en discute juste après. Candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025, la présidente du groupement des partenaires politiques pour la paix, Henriette Lagou, a présenté ce lundi 22 septembre à Abidjan son équipe de campagne ainsi que les grandes orientations de son projet de société. Son programme repose sur des engagements concrets, amélioration de l'accès aux soins à travers des dispensaires dans chaque village et un hôpital dans chaque département. Investissement massif dans l'éducation, en particulier en zone rurale. Il faut dire que la place d'Henriette Lagou dans la politique ivoirienne reste encore marginale, comparée à des candidats comme Alassane Ouattara, des hommes forts comme Tidjane Thiam ou Laurent Gbagbo. Mais sa candidature est loin d'être anecdotique, ça il faut le dire. Elle incarne un symbole fort du leadership féminin et de la diversité politique ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'elle peut difficilement rivaliser en termes de structure et de moyens, mais elle apporte un souffle. Voilà, un souffle différent qui peut séduire la jeunesse et des électeurs qui sont lassés de la polarisation de la politique ivoirienne. Forte de son expérience et d'un réseau implanté à l'échelle nationale, Henriette Lagou aborde cette seconde candidature avec confiance, en restant prudente sur les éventuelles alliances. Son objectif affiché, créer une dynamique de victoire dès le premier tour, portée par une campagne responsable, structurée et à l'écoute des préoccupations réelles des Ivoiriens. Disons que si un second tour de ces élections-là se dessine, il est peu probable qu'Henriette Lagou puisse y accéder toute seule. Ce sera vraiment une tâche difficile. Mais son poids politique peut la rendre assez stratégique, peut lui donner une position assez stratégique. Et elle pourrait par exemple capitaliser sur deux fronts. C'est-à-dire d'un côté, une alliance avec une frange de l'opposition pour la positionner comme une voix féminine consensuelle. Et de l'autre côté, c'est-à-dire une ouverture vers les acteurs de la société civile qui sont sensibles à son discours de paix et de cohésion sociale. La candidate du GPP veut rompre avec les logiques de confrontation qui ont marqué la vie politique ivoirienne. Elle prône une gouvernance fondée sur l'écoute, le dialogue et la justice sociale et entend faire de la cohésion nationale une priorité dès le début de son mandat, notamment à travers l'organisation d'un grand dialogue inclusif.
C'était le sujet portrait de la candidate Henriette Lagou, candidate à l'élection présidentielle qui prône un développement économique de la Côte d'Ivoire fondé sur l'équité. Michel Betta, comment garantir une transparence et équité dans les richesses au profit des Ivoiriens? Oui, il faut le dire, ça c'est un problème assez important parce que la répartition des richesses au plan national est un sujet qui ma foi, n'est pas souvent évoqué et c'est dommage parce que quand on voit la répartition des richesses, on voit qu'il y a une disproportionnalité entre une masse importante de la population et une certaine élite. Et ça, il faut voir comment résoudre ça. Quand on voit un peu le budget de la Côte d'Ivoire, on est près de 15 000 milliards, 17 000 milliards par là pour cette année 2025 qui est prévue. Bon, on se demande quelle est la part qui va à cette population importante, la frange la plus importante de la population. On se dit 4 000 milliards pour les fonctionnaires, il reste un peu plus de 9 000 milliards, c'est consacré aux investissements, aux projets. Et qu'est-ce que la population touche effectivement en termes de revenus? Le gouvernement a vu qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'efforts à faire, puisqu'on a vu le PS-Gouv, le plan social du gouvernement qui a été mis en place pour apporter quelques solutions à cela, mais jusqu'ici, ces solutions-là restent un peu prenantes sur le vécu quotidien des populations. Franck Dédy, le budget de l'État 2025 est établi à plus de 15 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11% par rapport à 2024. Cependant, le taux de pauvreté est principalement marqué en zone rurale de 54,4% contre 22,2% en zone urbaine. Quelle politique à mettre en œuvre pour réduire la pauvreté? Déjà, l'augmentation du budget d'année en année est parfois trompeuse pour beaucoup de personnes qui y voient une embellie en termes de croissance économique. Cela n'est pas tout à fait vrai d'un point de vue strictement économique et financier. Donc, il faut pouvoir nuancer lorsqu'on parle du budget. Vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a une croissance, mais qui est ce qu'on appelle en économie une croissance pro-pauvre, c'est-à-dire une croissance qui ne permet pas d'abaisser la pauvreté ou de la réduire. Et lorsque vous allez par exemple dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui est une zone que je visite beaucoup, vous voyez la pauvreté partout. Vous voyez la pauvreté. Vous voyez des populations qui n'arrivent pas à vendre leur production d'anacad à cause des thèmes de l'échange qui sont mauvais. Et aucune solution n'est prévue pour ces populations. Vous voyez dans plusieurs grandes régions du nord de la Côte d'Ivoire où vous ne trouverez pas un seul scanner. Voilà, j'en ai fait un tapage médiatique pendant plusieurs années, donc quelques scanners ont été donnés, ça et là, peut-être pour me contenter, mais ce n'est pas moi qu'il faut contenter, c'est les populations qu'il faut contenter. Aujourd'hui, on a des femmes qui meurent en couche dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, alors qu'on nous dit, selon le porte-parole du gouvernement, qu'on ne fait pas 5 km sans croiser un centre de santé en Côte d'Ivoire. Cela n'est pas vrai. Donc, il faut pouvoir dire la vérité aux Ivoiriens. Et surtout, il faut pouvoir utiliser des ressources de la croissance pour faire davantage de transferts sociaux. Ce n'est pas des petits filets sociaux qui sont certes bien, mais c'est encore insuffisant. Il faut pouvoir travailler à donner de l'emploi aux jeunes. En étant autonomes financièrement, les jeunes et les femmes, ils pourront utiliser ces ressources pour prendre soin donc, de leur famille et à accroître la réduction donc, de la pauvreté. Donc aujourd'hui, il faut sortir des discours fanfarons et travailler d'un point de vue précis et avec une certaine chirurgicalité pour réduire la pauvreté au sein des populations. Maître, quelle stratégie pour accroître les investissements pour lutter contre la pauvreté? C'est des choix politiques qu'il faut faire. C'est tout simplement des choix politiques qu'il faut faire. Ici en Côte d'Ivoire, on a le sentiment, et chaque fois justement les chiffres, ça c'est la particularité du RHDP, c'est d'avancer des chiffres. La croissance, tu as tel nombre, tel poids. Mais pour nous, la croissance, on doit la transformer en justice sociale. Vous avez tout à l'heure fait la différence entre le taux de pauvreté en zone rurale et le taux de pauvreté en zone urbaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance en Côte d'Ivoire n'est pas équitable. Ça veut dire que ceux qui produisent, parce qu'en général, les ressources essentiellement de la Côte d'Ivoire proviennent de l'agriculture. Une bonne partie en tout cas. Et l'agriculture est exercée en milieu rural. Mais ça veut dire que ceux qui produisent une plus grande partie de nos ressources ne profitent pas de cette embellie.
Donc la croissance dont le parti au pouvoir se targue, en réalité, est une croissance sans équité. Alors une croissance sans équité, madame, c'est une illusion économique, parce que ça ne profite pas. La croissance doit être au service de la justice sociale et non profiter à un petit groupe qui bénéficie de certains privilèges. Alors qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la croissance bénéficie à un groupe, à un petit groupe, à un clan essentiellement. Vous le voyez, on en parlera certainement lorsqu'on abordera la question de l'emploi. Mais ce que je voudrais dire donc pour clore, c'est que pour nous, la croissance doit être orientée vers ce qui peut permettre donc aux Ivoiriens de bénéficier effectivement de cette croissance qui est générée. Si on ne le fait pas, on dépense des milliards en investissement, mais qui ne bénéficient pas aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on parle de milliers de milliards qui ont été investis depuis 2011, mais en réalité, ces investissements-là n'ont pas permis aux Ivoiriens, la grande majorité d'Ivoiriens, de sortir de leur pauvreté. Aujourd'hui, on a près de 50%, 45 à 50% d'Ivoiriens pauvres en dépit de tous ces investissements qui ont été réalisés. Monsieur Alafé, pour terminer là-dessus. La stratégie, c'est d'augmenter les ressources de l'État, d'une part, et puis d'autre part, c'est d'augmenter la capacité du pays à produire des richesses. Comme a dit le candidat Bion, on ne partage pas la pauvreté. On ne peut pas partager la pauvreté. Voilà, c'est la richesse on peut partager. Qu'est-ce que notre pays pèse? Notre pays a un PIB, je l'ai dit, de 50 000, une moyenne de 50 000 dollars par an. Et le budget de l'État pour l'an prochain, c'est 17 000 milliards. Et dans ce budget, il y a une partie de la dette. Et l'État capte en moyenne 15-16% du PIB. C'est des données, c'est des chiffres. Et après, il faut répartir cela. On a aujourd'hui environ 1500 milliards de salaires par an. C'est-à-dire par mois, l'État paye les salaires en personnel entre 100 et 120 milliards par mois. Après, il faut payer les dépenses de fonctionnement, les charges de l'État, l'électricité, le fonctionnement, un certain nombre de choses pour les ministères, les institutions, etc. etc. Peut-être l'État dépense. Et après, il faut construire des hôpitaux, il faut construire des routes, etc. etc. Et pour tout ça, l'État en Côte d'Ivoire, comme il a dit, peut-être malgré un budget de 17 000 milliards, pour tout ça, l'État n'a que, pour tout ça, ça allait investir, tout, l'État n'a que peut-être 8 000 milliards l'année, pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, c'est cette enveloppe-là qui n'est pas excessive, qui doit servir à tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de transparence et que les citoyens soient informés et que nous aussi, on ait la réalité pour éviter de faire des promesses impossibles, pour éviter aussi d'avoir des attentes excessives. Alafé Wakili, fondateur du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, merci d'avoir été présent sur ce plateau. Merci. Maître Serge Ouraga, merci d'avoir été l'invité de ce spécial Africa Newsroom sur Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Franck Dédi, porte-parole adjoint d'Awadon Melo, merci d'avoir été l'invité de cette édition de l'Africa Newsroom. C'est nous qui vous remercions et nous attendons tous les Ivoiriens à voter pour nous le 25 octobre prochain. Michel Beta, fondateur du quotidien Le Bélier, merci d'avoir été présent sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions de mettre l'accent sur la campagne électorale en Côte d'Ivoire afin de déceler ce qui n'est pas assez correct dans le processus et de faire en sorte que les Ivoiriens aillent à des élections transparentes, inclusives et démocratiques. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale de l'ANR, spéciale présidentielle Côte d'Ivoire 2025. Retrouvez l'intégralité de cette édition sur toutes nos plateformes et sur l'application MyAfrica 24. Merci à toutes les équipes qui ont permis l'enregistrement de cette émission. On se retrouve dans quelques instants.